Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Marine, créatrice de contenu DEI, donc diversité, équité et inclusivité. Bonjour Marine. Bonjour, Ça va? ça va, et toi? Ouais, nickel. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Mhm. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Marine, j'utilise les pronoms elle et ça. À l'origine, je suis enseignante et depuis quelques années, avec la pandémie, au chômage et en tentative de reconversion dans ce qu'on appelle en anglais le DEI, DEI, diversité, équité, inclusion ou inclusivité. Et c'est un métier en fait où on enseigne aux ressources humaines, aux managers et on développe une culture d'entreprise en fait beaucoup plus inclusive et en conscience de ses biais et on essaye de modéliser quelque chose d'un peu plus inclusif et bienveillant. D'accord. Pour revenir à ta formation de base, où est-ce que tu as enseigné et dans quel Oula! domaine? Alors du coup, j'ai enseigné un peu partout dans le monde. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait je suis réunionnaise. Je suis réunionnaise et j'ai grandi à La Réunion 14 ans. Puis on a déménagé à Maui, qu'on appelle aussi de son nom colonisé Polynésie française. Et là, j'ai fait 7 8 ans. Puis ensuite, je suis allée faire mon master, parce que j'ai fait toute ma licence à Tahiti, mais mon master en France européenne. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai fait un petit peu en France. Puis je suis allée à Madagascar, puis je suis allée en Afrique de l'Est, puis j'ai fait 2 ans en Chine et ça fait maintenant 7 ans que je suis en Californie, aux États-Unis. D'accord. Ah oui. Et comment ça t'est venu l'idée de te reconvertir? Euh, En fait, j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial après mon accouchement et de toute façon, mon visa de travail se terminait et en fait, d'énormes crises d'angoisse. Et en fait, ça allait de pair avec ma prise de conscience des systèmes oppressifs de nos sociétés actuelles. Et en fait, ça a été vraiment comme si d'un coup, le voile d'ignorance ou les barrières que je m'étais mises en fait pour me protéger, mes barrières cognitives, s'étaient effondrées. Et ça a été extrêmement violent. Et donc, du coup, j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial suite aux très nombreuses microagressions racistes que j'ai subies dans mon milieu professionnel essentiellement, mais également privé. Et, euh, et là, je me suis dit que je ne pouvais pas retourner dans l'enseignement, qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre. D'accord. Et ouais, en quoi ça consiste ta reconversion? Comment tu as trouvé ce thème DEI? Ou Euh, DEI, c'est pas en DEI. français. Euh, non, mais en fait, dans le milieu militant américain, en fait, on en parle beaucoup. Et du coup, en fait, moi, en plus, euh, j'habite les nations Ohlone, Ramaytush et Tamia, qu'on appelle la Silicon Valley. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose en fait qui est connu dans les entreprises. Ils recrutent énormément. Il y a de plus en plus de formations et c'est comme ça que j'en ai entendu parler et que je me suis dit, mais ces 2 ans à écrire sur les réseaux sociaux, sur mes prises de conscience, sur les oppressions systémiques, eh ben, c'est peut-être là-dedans que j'aimerais aller. Mais on verra parce qu'en fait, en ce moment, c'est très, très bouché le secteur de l'emploi aux États-Unis. En plus, avec l'inflation, ça se passe pas très bien. Donc, on verra. Peut-être que je retournerai dans l'enseignement, du coup, mais en essayant d'apporter quelque chose de différent, et notamment dans les écoles françaises, en fait, établies ici. D'accord.
Et ouais, parce que du coup, par rapport à la France, ce concept DAI, j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose qui est ancré dans la formation des managers et même auprès des salariés, enfin, quelle que soit leur fonction, quoi. C'est Non, pas pas du tout. forcément, ouais. Parce qu'en fait, tu sais, en France, le sujet du racisme, du féminisme, c'est un secret de polichinelle, on n'a pas le droit d'en parler. Ça met extrêmement mal à l'aise les élites et ils refusent d'en parler, en fait. Alors qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'assassinat de George Floyd et la mondialisation, en fait, de ce meurtre, et les États-Unis se sont fait allumer par l'ONU. L'ONU, no comment, mais pour une fois, ils ont fait quelque chose de pas trop mal. Et du coup, ben là, ça a été un peu une prise de conscience. Et moi, j'habite un État qui n'est pas conservateur. J'habite la Californie. Et qui plus est, une région qui est considérée comme vraiment en avant en termes de justice sociale. Mm. Et il a fallu absolument qu'ils fassent quelque chose, quoi. Et ils ont un devoir d'exemplarité, je dirais, parce que là où j'habite, je suis juste à côté de Google, Apple, Avec Twitter, Tesla, Silicon Valley. Uber, ouais, tous leurs bureaux en fait sont ici. Mm. C'est vraiment le cœur en fait de toute la technologie et de ce qui va modéliser le système économique des États-Unis et du salariat. Et donc il allait de soi en fait pour eux qu'ils devaient faire quelque chose. Et donc bon, certains sont plus performatifs que d'autres, mais bon, au moins l'intention y est. D'accord. Ouais, j'espère que ça se propagera dans d'autres nations du monde. Ouais, je l'espère aussi. Pour en venir à ton activité de créatrice de contenu, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors c'est très bateau, c'est la parentalité. Je, J'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et quand en fait, j'étais enceinte, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, quel monde je veux offrir à cet enfant? Quelle éducation je veux aussi offrir à cet enfant? Parce que pour moi, ce n'est pas mon enfant. C'est l'enfant que, que j'ai eu, mais que j'ai envie que sa personne, je l'accepte dans son intégralité et qu'importe la personne qui elle est ou qui elle deviendra. Mm. Et qu'importe en fait et son identité, ses évolutions, j'avais envie d'être un parent qui pourra soutenir cet enfant, qu'importe son cheminement et l'adulte, l'adolescent avant ça, qui elle deviendra. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas possible. Et j'ai commencé à apprendre et à lire et à lire et à lire et à lire. Et je suis tombée dans le puits de la justice sociale. Et là, je me suis dit, mais c'est plus possible. Et j'avais besoin d'extérioriser ça parce qu'en fait, c'était en plein milieu de la pandémie. Donc, c'était en mars 2020 où là, je me suis dit, mais c'est plus possible. Mm. Je le vis très mal, cette prise de conscience, ma culpabilité, parce que j'y ai participé pendant presque 30 ans à tout ça. Et le blog, puis l'Instagram, en fait, ont été pour moi un moyen de verbaliser tout ce que j'apprenais, tout ce que je ressentais et de partager mes remises en question en me disant que je ne pouvais pas être le seul parent, en fait, qui était confronté à ces prises de conscience et que j'avais envie de les partager avec autrui. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un contenu un peu plus engagé qui est toujours en parallèle avec mes prises de conscience et mes réflexions. Et d'ailleurs, les posts que j'ai écrits il y a 2 ans ont quasiment tous été supprimés parce que je ne suis plus tout à fait en Ah, accord avec ce que je disais il y a 2 ans. Et au d'accord. fur et à mesure, ça sera toujours comme ça. Je pense, dans 3 mois, je vais certainement supprimer des posts ou des publications, quelles qu'elles soient, que j'ai pu avoir, que j'ai pu poster l'année dernière parce que je ne suis plus tout à fait en phase avec ce qui est dit. C'est un monde qui est totalement en mouvement et des réflexions et plein de petites choses en fait dont je prends conscience. Et voilà, donc je l'ai fait vraiment dans un souci de verbaliser moi ce que je ressentais. Qui plus est, quand j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial, ça a été une véritable. Ça a fait du bien de pouvoir mettre des mots et que c'était pas
il y avait bien entendu des traumas transgénérationnels, mais il y Oui. avait plus que ça, en fait. Et que c'était pas juste uniquement ma personnalité de perfectionniste, etc. Non, non, c'est qu'il y avait vraiment des dynamiques sociales qui faisaient que j'étais toujours dans ce truc où il faut être parfait, il faut toujours bien faire, ne rien dire quand on te fait des remarques. Quand tu as des intuitions, quelque chose de raciste, comment en fait tu prends sur toi et en fait, au bout d'un moment, ça explose. Mm. Et donc, s'il pouvait expliquer mes grosses crises de larmes, d'anxiété, voilà. D'accord. Ouais, donc t'as pu extérioriser. Oui. Et est-ce que tu avais ouais, tu as commencé par des chroniques, mais tu faisais aussi des posts éducatifs. Tu avais une intention derrière, enfin, dans le sens où est-ce que tu avais déjà une idée en commençant le compte de ce que tu allais partager ou... Oui, je savais que je voulais partager beaucoup sur tout ce qui était attrait à la justice sociale et notamment à l'antiracisme et que je voulais faire beaucoup de contenu pédagogique, certainement une déformation professionnelle. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, c'est en train d'évoluer un peu. C'est un peu du média activiste où je repartage du coup des choses qui sont d'actualité dans les régions dans lesquelles je vis. Donc, Mhm. c'est essentiellement du coup les régions californiennes et aussi un peu Hawaï parce que Hawaï est juste à côté. D'accord. Et en lançant ce compte, est-ce que tu t'es créé un peu euh, une communauté? Est-ce que tu as rencontré des gens qui partageaient les mêmes idées que toi et qui avaient la même position géographique que toi et que tu as pu rencontrer Alors, géographique, non. non. C'est très compliqué en fait. Je pense qu'en fait, alors, il y en a, mais c'est à Los Angeles. Et c'est assez loin, en fait, de là où je vis. Mm. Euh, et donc, en fait, géographiquement, c'est un peu plus compliqué. En plus, du coup, ça a été pendant la pandémie. Donc, niveau socialisation, c'était assez difficile. J'en ai rencontré beaucoup en ligne. Et, euh, et je me suis également rendu compte que j'étais peut-être pas encore prête à socialiser autant en personne qu'en ligne. Parce que je suis encore porteuse de biais oppressifs. Et qui plus est avec ma blanchité, parce que je suis multiraciale, je suis métissée blanche, et que peut-être je n'étais pas la personne la plus safe, sécurisante psychologiquement pour autrui, et autrui n'était pas nécessairement pour moi parce que il faut rencontrer quelqu'un qui partage exactement toutes ces valeurs ou qui soit prêt à les entendre. Mm. Et on peut avoir des personnes qui sont extrêmement antiracistes, mais qui vont être transphobes Ah oui. ou anti-travailleuses du sexe. Et pour moi, c'est un gros problème, en fait. Ouais, il faut que sur tous les pans du militantisme, il faut que la personne soit OK avec. Faut pas qu'elle ait Oui, des phobiques en fait. ouais, je tolère totalement l'ignorance. Il y a notamment beaucoup de militants véganes et afro-véganes Mm. et qui, en fait, ne sont pas forcément au fait des questions LGBTQIA+, par exemple, ou de grossophobie, mais ça n'est pas du tout euh, dans une optique oppressive. C'est juste, ne s'y Ouais, sont pas intéressés ou se d'accord, focalisent sur quelque chose de spécifique. Et là, il n'y a aucun souci. Moi, c'est vraiment les personnes qui vont être foncièrement, en fait, d'accord. Ok. foncièrement LGBTQA-phobes, foncièrement grossophobes, ou là, ça va pas être possible, ou racistes. Ouais, ouais, ça va pas la peine. Mm. Ouais, parce que j'ai vu dans une de tes stories que t'avais avoué ne pas avoir d'amis ou peu d'amis. Et Oui, j'ai beaucoup de connaissances, mais très peu de personnes que je considère des amis. mm. Et du coup, est-ce que le fait que tu tolères les gens, mais que tu n'acceptes pas les personnes phobiques, ça joue. Bah déjà, est-ce que tu tolères des connaissances? Parce que comment tu fais le distinguo entre connaissances et amis? Euh, pourquoi tu considères avoir beaucoup plus de connaissances que d'amis? Voilà, il va falloir que je fasse un enregistrement ensuite de cet échange et que je l'envoie à ma psy parce que c'est un gros souci et ma psy essaye désespérément.
de me faire changer. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. Si j'ai envie de faire une soirée, on sera 40 à la maison, il n'y a pas de souci. Des amis, ça va vraiment être des personnes avec qui je vais communiquer très régulièrement, avec qui on va pouvoir avoir des discussions de tout et de rien très engagées, et avec qui on va pouvoir se sentir en sécurité et partager. Euh, ouais, je dirais que pour moi, ce sera davantage sur la profondeur de nos échanges, la quantité de nos échanges. Et donc, en fin de compte aussi, est-ce que si cette amitié cesse, ça m'affectera beaucoup ou pas? D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on pense toujours à l'instant T, mais on se dit pas que ça peut éventuellement finir. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est tout ce parcours engagé, tu essayes de l'inculquer à ton enfant? Ah oui, et mon mari aussi, hein. Lui, il n'a pas le choix, hein. C'était ça où je partais. D'accord. Donc oui, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Par exemple, on ne jure pas notre enfant. Mm. Alors, ça nous est venu assez rapidement où en fait, ce qui a été pour moi, ça a été antiracisme d'abord. Puis quand on s'intéresse à l'antiracisme, on se rend compte de la misogynie noire et de toutes les formes de sexisme envers toutes les catégories de personnes racisées. Puis on s'est dit, mais en fait, c'est pas que les personnes sexisées, il y a aussi les minorités de genre. Donc on s'intéresse à la LGBTQI-phobie. Donc ensuite, tu te rends compte que là-dessus, mais il y a aussi des intersections. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes avec des neuroatypies, des handicaps, les personnes grosses. Et en fait, ça devient un tout. Et moi, j'avais besoin de connaître l'origine surtout de ça. Et qui plus est, dans un contexte américain, d'où cela venait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner du coup sur l'origine. L'origine du racisme, l'origine de la grossophobie, l'origine du patriarcat, parce que les sociétés autochtones, ici, n'étaient pas toutes patriarcales. Euh, et donc là, je me suis dit, mais la colonisation, Oui, ça a ce joué. serait pas un petit peu l'origine de tout ça? Et du coup, commence tout ce qui est par se décoloniser ses biais, décoloniser ce qu'on pense, connaître de l'histoire, de ses perceptions, des remises en question. Et en fait, tout est en lien pour moi. On ne peut pas, en fait, faire un activisme sans aller forcément se renseigner sur l'origine de ces discriminations et donc la décolonisation des biais, de l'esprit, des mentalités, mais aussi de nos connaissances. Et du coup, je suis allée un peu loin, donc je me suis un peu perdue là. Et donc oui, du coup, en me renseignant sur tout ça, il a fallu que je change radicalement la manière que je voyais l'éducation que je voulais donner à cet enfant. Et donc, c'est passé par exemple par ne plus la genrer. Et c'est vrai que mon partenaire a complètement adhéré et s'est complètement également lancé dessus, s'est beaucoup éduqué. Et donc, notre enfant devait avoir 8 mois quand on a arrêté de la genrer. Et ensuite, on a partagé ça avec nos proches, voilà, qu'on arrêtait de genrer cet enfant, que cet enfant ne comprend pas de toute façon ce qu'est une fille, femme ou un garçon, homme, ne comprend pas. Si on lui demande, mais tu es une fille ou un garçon, il dit, moi je suis un chien. Oui, alors je suis à peu près sûre que cet enfant n'est pas un chien. Donc dans le doute, on va aller vers du neutre. Et quand tu sais, tu nous le dis. Et si tu changes d'avis, c'est pas grave, on s'adaptera parce que c'est aux adultes de s'adapter et non pas à toi en tant qu'enfant de t'adapter aux adultes. Et donc voilà, donc par exemple, ça va être un des effets que cela a eu sur l'éducation qu'on a et nos valeurs familiales. Et puis comme tu peux le voir, nous avons beaucoup de livres. Oui, je repère Et quelques ceci livres. n'est qu'un tiers de la bibliothèque. Il y a le livre de Le Roi et sa fou en bas, il y a Children of Blood and Bone. Oui, après j'en ai beaucoup deux éditions Anacaona. Oui. C'est très très diversifié. Et puis ensuite sur les peuples autochtones, parce que pour moi les droits de ces populations c'est extrêmement important. Je suis ici en tant que colonisatrice et je me dois de lutter aussi pour une reconnaissance de leurs droits. Et voilà. Ok. Je suppose que ton enfant lit aussi. Oui. Ah celui-là le connaît par cœur.
C'est bien que tu aies pu transmettre toutes tes valeurs et ta passion aussi pour Oui, la alors ma lecture. passion, c'est plus en haut, ça va être Tu es plus les graphique. mangas et notamment One Piece. Et je sais, One Piece, c'est mal, c'est sexiste, c'est grossophobe, je le sais, pardonnez-moi. C'est juste que ça fait 13 ans que je l'aime. Et donc, j'ai encore cette barrière cognitive qui continue de l'aimer encore jusqu'à la fin. C'est bientôt fini, encore 5 ans et ce sera fini. Mhm. On peut pas être, tu peux pas exclure tout ce que tu as connu pendant ta déconstruction. Oui, après, je pense qu'on a aussi des barrières et qu'il y a des choses, c'est compliqué parce qu'il y a une Mm. valeur affective, pardon. Et donc, c'est la vie. Et pourquoi tu as décidé de faire un compte bilingue? Parce que tu étais basée aux États-Unis et que tu t'étais dit tu voulais cibler un public en particulier? Bah, j'avais envie d'être le plus accessible possible et vu que j'ai habité aux États-Unis et que ce compte Instagram parce que le blog était complètement en français, j'allais le partager aussi à mes connaissances et amis américains. J'avais envie en fait que toutes ces personnes puissent y accéder. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le public est essentiellement français, belge et réunionnais. J'ai assez peu d'abonnés Ah ouais, anglophones. d'accord. Et comment tu l'expliques? Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, effectivement, les conversations, les liens que j'ai créés ont davantage été avec des personnes francophones militantes. Et donc, ce sont ces personnes qui ont davantage repartagé mes publications, plus en fait que les anglophones. D'accord. Donc, le bouche à oreille, c'est que c'est davantage un public francophone. Mm. Mais ça t'empêchera pas d'arrêter de faire les deux langues à chaque fois. Non, mais c'est vrai que maintenant, en fait, ce que je fais un peu plus, c'est que sur TikTok, parce que j'ai TikTok depuis peu, Ah, mais moi, je suis à fond TikTok, hein, c'est juste que je ne ah publie oui? jamais sur TikTok. Mais les réseaux sociaux, je suis addict. Ah, Et TikTok, c'est trop drôle. Et moi, donc, j'ai pas de TikTok. ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, tu passes au moins 1 heure tous les jours sur TikTok, lance-toi aussi sur TikTok. Et ce que je fais par contre, c'est qu'effectivement, sur TikTok, par contre, le public sur TikTok est davantage américain. Donc, du coup, moi, je publie essentiellement en anglais sur TikTok et Instagram, ça va être en français pour les vidéos. Et quand ce sont des publications écrites, je les fais dans les deux langues. Ou quand je poste des livres pour enfants, j'écris également les descriptions en français et en anglais. Et je fais également les audios pour chaque slide. Ah ouais? Ok. Oui, pour les personnes qui seraient aveugles ou avec une déficience visuelle, en fait, qu'elles puissent avoir accès quand même à mon contenu avec un audio. Donc, chaque slide, en fait, je la double avec ma voix en français et en anglais. Ok. Ah oui, ça te représente un sacré temps pour un poste. Parce que tu Oui, fais l'écrit, l'oral et la transcription. oui. Alors maintenant, je fais plus vraiment la transcription parce que comme il y a du coup l'écrit et l'oral, Ouais, oui. il n'y a plus vraiment besoin de retranscription. D'accord. Enfin, sauf si c'est complètement une erreur de ma part, et dans ce cas-là, il faut me le dire et je reprends les Ah non, non, retranscriptions. Et j'écoute les retranscriptions des précédents posts. Il faut me le dire. ouais, on laissera les personnes qui nécessitent d'avoir une transcription jugée. Moi, je suis, comment on dit? Euh, Ah, j'ai oublié le mot. Quand tu as toutes tes fonctionnalités. Valide. Oui, voilà, merci. Je suis valide, donc je peux pas trop t'imposer quoi faire. Mais ouais. Mais c'est vrai que moi, pour le podcast, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas pensé. Enfin, il y a le podcast audio, du coup, et après, je fais la transcription à l'écrit. Je vois pas trop de quelle manière d'autre je pourrais le retranscrire. Mm. Je sais pas, moi je sais que parce que j'ai aussi un podcast, pour mon podcast du coup il y a la transcription automatique, mais par contre j'écris les sous-titres et je publie sur YouTube et donc là il y a les sous-titres sur YouTube. Ok. Mm. Ah ouais, du coup, ton podcast déballe ton métissage. Donc un des derniers médias. Enfin, c'est quand même assez récent la création du podcast.
Oui, je pense que TikTok, c'est le plus récent. Oui. Mais oui, bah oui. Donc, du coup, j'ai un podcast, Déballe ton métissage. C'est venu aussi d'une réflexion où je me suis demandé quelle est ma légitimité à parler de ces sujets sociaux, et notamment de l'antiracisme, quand on est soi-même métissé. Et dans mon cas, je suis multiraciale blanche. Et donc, je jouis du colorisme et j'ai également des biais liés à la blanchité. J'ai un accès à cette blanchité et je me suis demandé du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour moi d'aborder des choses sous cet angle, sous lequel je serais peut-être un peu plus légitime. Et donc, j'en suis venue à parler de métissage ou de multiracialité. Et donc voilà, il y a ce podcast où on parle du coup de la blanchité, d'intersectionnalité, de colorisme, mais c'est surtout en fait comment nous, personnes racisées, nous pouvons soutenir les personnes monoraciales racisées, sans prendre un espace qui n'est pas le nôtre, mais vraiment pour les soutenir quand elles nous le demandent déjà. Et comment on peut le faire, quels sont les privilèges auxquels nous avons accès, comment les utiliser. Et donc voilà, est venu ce podcast. Et la saison 2 va reprendre le 7 septembre. Et le sujet, c'est parentalité et antiracisme, toujours sous l'angle du métissage, de la multiracialité. Et là, du coup, j'ai des parents qui vont venir nous expliquer ce que cela représente pour eux d'être parents d'enfants métissés. Est-ce que l'antiracisme, c'est une part importante de leur parentalité ou pas? Et mon podcast, par contre, je n'entends pas métissage ou multiracialité uniquement comme blanc et un autre racisé. C'est vraiment très divers. Et par exemple, les épisodes 1 et 2, ce sont deux parents racisés, mais de groupes raciaux sociologiques différents, en fait. D'accord. C'est hyper intéressant. Et comment tu effectues, du coup, ce travail? Est-ce que tu fais une veille sur les réseaux pour trouver tes invités? Quelle est ta manière de travailler pour réaliser ce podcast? Oui, alors, oui, en fait, je regarde beaucoup et dès que je vois un couple ou pas, en fait, un parent ou des parents, pour sortir du schéma, en fait, patriarcal, hétérosexuel, hétéronormé, de deux parents, enfin, je vois immédiatement et je me dis, il serait bien sur tel sujet. Et voilà, et en fait, du coup, j'ai une liste d'épisodes, j'ai une liste de personnes auxquelles j'aimerais bien, du coup, associer un sujet. Et ensuite, je les contacte pour savoir si elles seraient intéressées à participer au podcast. Voilà. D'accord. Ouais, donc il n'y a pas de fréquence d'épisodes, c'est en fonction de ta. Enfin, je veux dire, toutes les saisons ont pas le même nombre d'épisodes. Non, elles n'auront pas exactement le même nombre d'épisodes et généralement, il y en aura une tous les 6 mois. D'accord. Je pense pour l'instant que j'excéderai pas 3 saisons. Donc là, on va commencer la 2e saison et je verrai ensuite pour une 3e, probablement en anglais. Ah, ok. Et ensuite, peut-être une 4e en français, on verra. Ok. Ah, mais c'est intéressant de voir si tu as déjà un plan d'action. J'ai 49 épisodes. Hein. Voilà. Okay. Il n'y en a que 24 d'écrits. Bon courage. Merci. Après, je suis aidée, je ne suis pas seule. J'ai également fait appel à 2 personnes qui sont sensory reader. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ou ça, ici c'est sensitive listener, mais en fait, ce sont des lecteurs, lectrices, et ici des personnes qui écoutent, qu'on appelle sensibles ou hautement éduquées aux problématiques sociales, en fait, et réécoutent chacun de mes épisodes et vont me dire, attention Marine, ici, il y a eu un terme grossophobe tenu à la 15e minute 44.
ou alors je pense que tu devrais changer les trigger warnings et rajouter ceci. Attention, dans ton introduction, tu parles de la famille, mais c'est quelque chose qui... Et en fait, ils vont me faire des instructions, en fait, et je modifie en fonction de leur retour, de manière à être vraiment un podcast le plus sécurisant pour tout le monde et éviter de trigger des gens qui pourraient l'écouter. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une étape en plus que tu te rajoutes dans ton process. Et est-ce que ça fait pas du coup écho à à ce point d'exemplarité quand tu parles de sujets sensibles, t'as pas envie ouais, de blesser personne et du coup tu t'assures que toutes les, toute la post-production est prête à être publiée, quoi. Oui, après, on sera jamais complètement parfait, Mm. mais c'est vrai que dans le feu de l'enregistrement, on peut dire des Oui, choses ou c'est clair. passer à côté d'autres choses. Mm. Et ces personnes sont extrêmement importantes et m'aident énormément à créer un espace accessible à tous et, euh, et aussi où on n'est pas dans une certaine anxiété en fait, en se disant oh là là, j'écoute ça, mais est-ce que cette personne ne va pas dire quelque chose qui va être trigger, qui va faire Mm. ressurgir des traumas chez moi. Et donc, on essaye d'éviter et on donne des avertissements en début de chaque épisode en disant attention, dans cet épisode, nous parlerons de harcèlement scolaire, de racisme intrafamilial, etc. D'accord. Mm. Et c'est un truc que tu avais instauré dès le début ou Ok. Oui, oui, avant même d'avoir lancé la première saison, j'avais fait passer des entretiens. Il y avait un Ah, questionnaire. J'avais fait un questionnaire avec euh, modifier ces phrases ou dites ce qu'il y a de problématique dans ces phrases. ah Et ouais. donc, du coup, les personnes devaient, j'attendais d'eux, par exemple, à me dire, bah, ici, c'est une attaque raciste sous couvert d'islamophobie. Ici, bah, il y a un problème de validisme. Ici, bah, c'est de la, une attaque envers les personnes transgenres ou travailleuses du sexe, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai recruté des D'accord. personnes où je savais on serait à peu près sur la même Oui, ligne et qui n'hésitent c'est pas ça. du tout à me dire Marine, ton intro, là, c'est bof. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as, de par ton travail, est-ce que tu as déjà assisté à des conférences, des événements autour de l'antiracisme, tout ce qui est inclusivité Euh, en ligne, du coup, parce que je suppose que virtuellement, tu m'as dit que... alors, en tant que personne, quand j'étais enseignante, zéro, nada, pas du tout. Et à partir du moment où, du coup, j'ai commencé à me reconvertir dans ce qui est DEI, DEI, ben là, oui, beaucoup des conférences en ligne, francophones ou anglophones, notamment LinkedIn propose beaucoup de cours en ligne gratuits ou payants. Ah, je savais pas. Ok, Et récemment également, j'ai fait la conférence de Semblant de rien dimanche dernier. d'accord. Ah oui, j'en avais entendu parler. Mm. Ouais, c'est un compte aussi que je suis régulièrement sur les réseaux. Et ça va, ça t'a plu, ça s'est bien passé. Oui, oui, c'était extrêmement intéressant. Estelle Depris, c'est quelqu'un qui en a fait son métier vraiment, le média activisme et l'éducation à l'antiracisme et qui fait beaucoup de conférences. Donc, Mm. c'est quelqu'un qui connaît ces sujets et qui est humble. Qu'est-ce que c'est important, ça, de rester humble et de reconnaître, ah oui, merci de me l'avoir souligné, ça montre mes biais, je n'avais pas remarqué ça, etc. Donc, c'est Mm. vraiment très agréable, en fait, de pouvoir discuter et de savoir que l'autre personne va reconnaître s'il y a quelque chose qu'elle a oublié. D'accord. Bah, voilà, une autre recommandation de compte activiste comme le tien. On va peut-être parler un peu plus de lecture. Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours lu?
Oui, toujours. Et par quoi tu t'es tournée en premier? Non, les BD, les mangas. Oui, ça a été les bandes dessinées beaucoup. Et il faut savoir que, alors, en tant que réunionnaise, en tant que personne métissée oreilles blanches, on était beaucoup dans l'assimilation. Donc, je suis tombée sur du coup les bandes dessinées, notamment Astérix Obélix, mais aussi La Comtesse de Ségur. Il faut savoir qu'au CM1, j'avais lu tous les livres de La Comtesse de Ségur. Et chacun son kink. Et tout ce qui était en lien avec les dinosaures, les reptiles, les serpents, les crocodiles, ça c'était mon kiff. Les requins, qu'est-ce que j'en ai dévoré. Des livres sur les requins. T'aimes bien les animaux, ouais. Ouais, puis les animaux dangereux. Je sais pas. D'accord. Donc, ouais, tout ce qui est, enfin, c'était pas forcément voyage, mais exploration, découverte. Ouais, il y a eu beaucoup. Et puis très tôt, moi j'ai découvert le fantasy. Et c'est mon dada. C'est mon dada, forever. Ouais. La fantasy, c'est mon kiff, j'adore ça. D'ailleurs, Mm. aussi également sur les mythologies africaines. Donc, voilà, ça a vraiment été quelque chose que j'ai adoré, la fantasy. Et je dévorais absolument tout ce qui était en lien. On avait quand même la chance de vivre enfin, moi, je suis d'une classe euh, mes géniteurs, en fait, sont un transfuge de classe, sont passés de classe très pauvre à classe moyenne. Et donc, on avait les moyens de s'acheter des livres. Et donc, c'est vrai que j'ai eu accès à beaucoup de livres. Et quand ensuite est arrivé Internet, hein, quand je suis arrivée, pour mon master, donc commence à dater, 2012 par là, en France. Mais Internet, la magie d'Internet et de toutes les choses qu'on pouvait lire en ligne. Ah, ouais. Et donc là, manga et récemment aussi les manhwa, donc les comics et les webtoons surtout, les webtoons, donc tout ce qui est qui est uniquement publié sur Internet. Et voilà, donc les bandes dessinées coréennes qu'on appelle les manhwa. J'en dévore à fond, notamment les isekai. Je connais pas du tout. Les Mais isekai, c'est... il y en aura qui se reconnaîtront. Bon, alors, il y a toujours un camion qui écrase généralement une jeune fille. On l'appelle truck-kun, donc camion-kun, parce que le suffixe kun signifie ami en quelque sorte en japonais. Donc, c'est toujours le camion-kun qui renverse et tue quelqu'un. Cette personne se retrouve réincarnée dans le dernier livre que Yel a lu. Pour ce personnage, généralement, c'est l'antagoniste et va changer le destin de cet antagoniste. D'accord. Ok. Et c'est toujours le même scénario à chaque. Non, il y en a qui sont vraiment très drôles. J'adore Beware of the Villainess, donc attention à la vilaine, et qui elle, débarque. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un stalker, c'est un monde de macho. Moi, je vais te changer ça direct. Et c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Et du coup, voilà, arrive et défonce tout le patriarcat. Bon, bah, tout ce qu'on recherche. Et ouais, qu'est-ce que tu as une lecture marquante en fantasy que tu as eue récemment? En fantasy, récemment, ah, si, Cinderella is Dead. Ah. Ouais, j'ai entendu pas mal Ah, d'échos. j'ai vraiment adoré. Donc, ça se passe environ 100 ans après la mort de Cendrillon. Et alors, on est un peu plus dans du merveilleux plutôt que du fantasy, peut-être là. Donc, du coup, ça se passe 100 ans après la mort de Cendrillon. Et en fait, c'est un monde où le patriarcat serait en fait la version qu'il serait s'il n'y avait pas eu de féminisme. Donc, c'est extrêmement dur à lire, c'est très très violent. En plus, le personnage
C'est une jeune femme noire, romance lesbienne. J'adore. Donc, Cinderella is Dead par Kaylin Bayron. C'est la dernière lecture fantasy qui m'a marquée. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez subtil en fait en fait c'est une critique du sexisme et du patriarcat, mais sous l'angle de ces contes de fées, les contes plutôt que de fées, les contes qu'on lit et qu'on connaît, et surtout les versions édulcorées de Disney. Donc c'était très très intéressant. Ok, ouais, il est sorti en français l'hiver dernier, je crois. Mais ouais, j'avais entendu plutôt des avis mitigés, mais peut-être que je m'avancerai. Alors, c'est pas de la grande littérature, hein, mais c'est quelque chose qui se lit facilement, détente, et voilà. Ouais, ça se lit bien. Ouais. Voilà. Bah, après, si on veut du fantasy, parce que sinon, après, je lis un peu de tout, donc voilà. C'est vrai que c'est le dernier en fantasy qui m'a marqué. Ok. Et après, tu peux nous recommander si tu as d'autres genres. Oui, je les ai tous mis là. Alors, c'est parti. Elle avait préparé. Alors, celui-là, il y a même des post-it et tout. T'as un joli visage de Sherazade Lexkir sur la grossophobie. Un livre en français, c'est la personne qui tient le compte Stop Grossophobie, qui a également un compte Twitch et que je recommande. Il est vraiment petit, il est illustré. Ce ne sont que des baffes et des prises de conscience sur les liens entre racisme, capitalisme et grossophobie. C'est incroyable, l'industrie du régime, l'argent qu'ils se font sur notre dos. Donc vraiment, je recommande très fortement. C'est petit, c'est un comique. J'ai mis 3 jours à le lire parce que je n'arrêtais pas de pleurer. They Call Us Enemy par George Takei, qui était le premier acteur asiatique de l'Est dans Star Trek. D'accord. Qui est du coup très âgé maintenant. Et c'est sur les camps de concentration japonais aux États-Unis. Ah oui. Parce que le saviez-vous qu'il y avait eu des camps de concentration pour les Japonais aux États-Unis? Je ne le savais pas. Et qu'ils étaient en plus majoritairement sur la côte ouest et en Californie. Et donc, c'est poignant. C'est toute une histoire, en fait, que les États-Unis... Parce que les États-Unis, de toute façon, sont très, très forts pour essayer d'effacer l'histoire. Et notamment, je pense que suite à ce qu'ils leur ont fait, c'est comme ça qu'ils ont développé le mythe de la minorité modèle, en fait, que les personnes asiatiques de l'Est essentiellement, mais aussi un peu du Sud, seraient des modèles à suivre en tant que personnes racisées. Je pense que ça vient d'une tentative d'effacement de ce qu'ils leur ont fait. Donc voilà, They Call Us Enemy est vraiment super. Les illustrations sont simples mais très belles et je recommande chaudement. Littérature pour enfants. Beautiful Me. On adore. Alors, bon, du coup, je me rends compte que là, c'est un P2 sur la grossophobie. Mais voilà, il est très, très beau. C'est une famille Bangladesh qui habite probablement aux États-Unis et qui parle, en fait, du coup, de ces petits mots qu'on dit à nos proches et qui, en fait, ont un impact psychologiquement sur eux. Donc ici, ça va être plein de petites remarques du genre « Oh là là, t'as l'air grosse dans cette robe. Est-ce que ce t-shirt, il me grossit pas un peu? Ah non, mais moi, je veux mettre au régime parce que je veux être la plus belle pour le bal de promo. » Et en fait, toutes ces petites réflexions, en fait, comment on inculque la grossophobie aux enfants très, très tôt. Donc, tu peux rappeler le nom de l'autrice, s'il te plaît? Beautiful Me par Nabila Nour. D'accord. Merci. Et un dernier, You Are the Color par Rifke Bate. C'est son 3e livre et c'est sur du coup les enfants palestiniens et de ce que cela fait en fait de vivre en apartheid et comment en fait ces enfants réussissent en fait à trouver une forme de résilience dans ce qui se passe actuellement en Palestine. Donc voilà, que je recommande aussi pour les enfants.
Ah bah, très bien, merci pour tes recommandations. Je vois que tu te tournes beaucoup plus vers ce qui est vers le marché anglophone, du coup. Oui, Mm. parce que c'est probablement parce que c'est beaucoup plus facile et moins cher, en fait, d'aller dans une librairie, d'acheter ton livre ici, et donc ça va être en anglais. Alors que si je dois les faire venir les importer de France, c'est beaucoup plus cool Mm. Oui, c'est et plus cher. cher. Et puis je pense qu'en termes d'accessibilité et de variété de lecture, Ouais, tu ben, pourras c'est prendre. clair. Mais il y en a de plus en plus là pour les Français. Je peux prendre par exemple juste ces deux-là. Euh, il y en a de plus en plus en fait en français, des choses un Mm. peu plus inclusives et qui vont faire un peu plus attention au sujet que Yale aborde. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Ils sont tous récents, alors qu'effectivement, pour tout ce qui est livre jeunesse en anglais, il y en a tellement ici. Il y en a Mm. tellement, tellement. Tu trouves ton bonheur un peu partout. Ouais, voilà, ça fait partie des privilèges sociaux aussi. C'est que je parle deux langues coloniales qui sont extrêmement diffusées. Mm. Et ah oui, je t'ai pas demandé, mais est-ce que avant de venir aux États-Unis, tu maîtrisais déjà l'anglais ou tu as dû l'apprendre? Oui, oui, je parlais déjà anglais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des questions me concernant par rapport au sujet évoqué, par rapport à mon parcours Mais oui, mais et toi, comment t'es venu, je sais qu'on a dû te le demander plein de fois, mais comment t'es venu l'idée de ce podcast et comment tu cherches du coup tes invités? Euh, alors pour l'idée, euh, j'y réfléchissais au printemps 2022. En fait, comme j'étais une consommatrice déjà de podcasts, alors pas forcément littéraire, mais on va dire tout sujet confondu. Ça pouvait être l'éducation sexuelle, ça pouvait être la musique, comment dire, euh, tout ce qui est discussion entre amis, mais plutôt vers les anglophones, voire les États-Unis. Et, euh, et en fait, rien que d'en consommer, j'étais déjà rentrée dans un certain automatisme et je me suis habituée à voir des personnes, euh, 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 comment dire, interroger chaque semaine un ou une invitée. Et j'étais déjà donc sur Bookstagram à ce moment-là où j'y réfléchissais et je m'étais posé la question comment transposer ça euh, dans la communauté littéraire. Et, euh, et après, je me suis dit le plus simple pour moi, c'était de faire des interviews. Et après, alors le sujet de un lectorat minoré, c'est aussi venu pareil. Alors, j'ai jamais été diagnostiquée, mais je pense que c'est aussi un trauma racial ou la microagression de trop. Et après, ouais, j'avais trouvé, c'était un moyen pour moi de mettre en avant des profils issus de communautés marginalisées euh, et aussi essentiellement des personnes racisées. Alors, des fois, j'interviewe aussi des personnes blanches, mais qui sont issues de communautés marginalisées. Donc, la plupart du temps, c'est des personnes queer. Ou ou neuroatypiques. Mais voilà, j'essaie de proposer, on va dire, des alternatives concernant les créatrices de contenu qu'on a l'habitude de voir voilà, sur les réseaux. Dès qu'on s'inscrit sur Instagram, c'est pas forcément le petit compte de 500 abonnés qu'on va mettre en avant. Ça va être plutôt des gens qui sont déjà, on va dire, implantés dans la communauté. Et voilà, c'est un moyen pour proposer des alternatives à ce qui existe dans le milieu éditorial français et dans la communauté littéraire française et francophone aussi, parce que j'ai interviewé aussi j'ai interviewé aussi des Canadiens et Canadiennes, donc voilà.
Oui, et même des Haïtiens. Ah, Parce que j'écoute. merci. Oui. Oui, j'ai vu tes réactions. Merci. Et en ce qui concerne les invités, bah, écoute, c'est la plupart des 90%, c'est sur Instagram. C'est des comptes. J'ai commencé par les personnes que je suivais depuis longtemps, avec qui j'avais déjà eu des échanges. Et ensuite, ça s'est un peu agrandi, ça s'est un peu déployé, entre guillemets. Et voilà. En fait, je n'ai pas forcément de critères en termes de visibilité, mais si c'est une personne voilà, qui est régulière et qui est issue de communautés marginalisées, qui est racisée ou qui est queer, je vais lui proposer d'intervenir sur mon podcast. Je connais quelqu'un qui fait quelque chose d'assez similaire de ce que tu fais, mais sur Twitch, est-ce que je peux faire sa promo? Oui, tu peux recommander des gens. D'ailleurs, Alors, j'allais venir, ouais, ça fait partie des questions. Mais vas-y, bah, quel lien tu verrais sur le podcast? alors, du coup, j'aimerais mettre en avant quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à toi, mais pas par rapport au milieu littéraire, mais sur Twitch. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Twitch, c'est une plateforme de streaming en direct, en fait, où des gens soit font des interviews, soit discutent, soit font ce qu'on appelle des réacs, des commentaires sur une émission de télé ou des documentaires. Et il y a également des personnes qui font des interviews. Et il y a du coup Samedi, et son compte Instagram, c'est Samedi Flow, le flow F-L-O-W en Ok. anglais, et fait beaucoup en fait, d'interviews de personnes généralement engagées dans des représentations, et je recommande énormément. Après, je pense que je recommanderais pour ceux qui aiment ce genre de choses et de représentation Afro Gamers, qui est un groupe en fait qui met en avant essentiellement des joueuses ou joueuses de minorités de genre afro-descendantes. Et voilà, à suivre les Afro Gamers, Samedi Flow. Et bon, après, j'ai déjà fait la pub de Stop Grossophobie, donc vous pouvez également aller suivre Stop Grossophobie. Merci pour tes recommandations. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, s'il te plaît? Alors, sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, sur mon compte marine.mom, M-O-M, .créole, K-R-E-O-L, donc marine.mom.créole, mais également sur mon compte Instagram de mon podcast qui s'appelle Déballe ton métissage. Et le podcast est accessible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et également sur YouTube pour les sous-titres. La saison 2 commencera jeudi 7 septembre et il y a une petite nouveauté, c'est que les introductions et les conclusions seront filmées. Donc on verra ma tête. Et je suis également sur TikTok, Marine Mom Créole, mais je publie assez peu ou alors en anglais. Ok. Merci. Et petite question, pourquoi tu as fait ce choix de filmer les intros et la conclusion? En fait, sur Twitch. Alors moi, je suis une Twitch addict. D'accord. Donc voilà, Twitch addict sur Twitch. Du coup, je parlais avec une streameuse de mon podcast. Et en fait, cette personne expliquait que c'était très dur pour elle, les podcasts, parce que avait besoin d'un visuel. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en fait, il y a d'autres personnes comme ça qui ont besoin d'un visuel. Donc, je n'ai pas envie de filmer les invités, D'accord. surtout parce que je parle beaucoup d'antiracisme. Mais pourquoi pas, du coup, les introductions et les conclusions. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. J'ai hâte de découvrir la saison 2. Et il n'y aura pas un joli fond comme ça, c'est dans mon bureau, c'est blanc. Écoute, Marine, je te remercie d'avoir consacré presque 1 heure de ton temps pour intervenir sur mon podcast.
Bien, merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça n'aura pas été trop long Non, pour beaucoup de gens. il y a des épisodes beaucoup plus longs. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.